Alors avec moi pour commenter ce qui agite la tech aujourd'hui, nous avons Christophe Holnet, Senior Advisor au sein de Apax Partners, président de la société d'Athéna. Je dirais particulièrement expérimenté dans la gestion et le développement de sociétés technologiques en Europe et en Asie. Et puis à ses côtés, Éric Bothorel, député des Côtes-d'Armor pour La République En Marche, et je vous qualifierais de particulièrement engagé sur les questions qui touchent aux politiques numériques. Donc on va pouvoir commenter ensemble des sujets très forts cette semaine dans la tech. On va commencer par Mark Zuckerberg. Doit-il démissionner de Facebook, puisqu'on a un Facebook qui est un groupe Facebook désormais nommé Meta, qui est en plein dans la tourmente depuis la fuite notamment de documents orchestrés par Frances Haugen, qui s'est exprimée en Europe tout récemment au Web Summit à Lisbonne. Et elle dit « Je pense que Facebook serait plus fort avec quelqu'un qui est prêt à se concentrer sur la sécurité. Donc oui, il doit démissionner. » Qu'en pensez-vous, messieurs ? La belle affaire. Enfin, je pense que le sujet du remplacement de Mark Zuckerberg n'est pas du tout l'option qui a été retenue en Europe et en France. Je pense que si on veut changer les modèles, il vaut mieux jouer sur les aspects de régulation. Et c'est typiquement les initiatives qui ont été prises à minima à l'échelon européen et avec des traductions déjà dans le droit français. Je rappelle qu'on a pris des dispositions qui sont inspirées de ce que était le DSA, Digital Services Act, en cours de discussion. La commission saisie au fond commencera d'ailleurs les discussions au mois de novembre. Le vrai sujet, c'est pas de remplacer Mark Zuckerberg. Le vrai sujet, c'est de remplacer éventuellement les algorithmes qui font défaut et qui génèrent ce que la lanceuse d'alerte, que nous recevrons, il me semble, la semaine prochaine à l'Assemblée nationale et en commission des affaires économiques, a dénoncé. Voilà le cœur du sujet. C'est bien effectivement de jouer, non pas sur le côté, j'allais dire, superficiel des choses en changeant à la tête d'une entreprise quelqu'un, mais de plutôt s'attaquer au cœur nucléaire et de regarder qu'est-ce qui fait défaut et de faire en sorte qu'avec les éléments de régulation que nous discutons en ce moment avec nos partenaires européens, eh bien, nous soyons en mesure de pouvoir garantir que les défauts qui sont mentionnés sur les publics fragiles, que sont les jeunes adolescents, l'influence sur les fausses informations, de nature à pouvoir éventuellement dénaturer un scrutin électoral, eh bien tout ça soit sous contrôle. Oui, c'est ça qui est en jeu, effectivement. C'est peut-être une rupture de modèle économique pour s'assurer qu'on ne fasse pas passer le profit avant des questions aussi sensibles que la démocratie, la santé des utilisateurs. Mais enfin, quand même, je vais faire quand même la contradiction. C'est une entreprise Facebook qui est hyper incarnée par Mark Zuckerberg, qui a en plus la majorité des votes au conseil d'administration qu'il préside. Et puis, Christophe Holnet, ça doit quand même vous rappeler une autre affaire chez Microsoft. À un moment, Bill Gates a dû aussi céder sa place. Oui, le contexte était certainement très différent, mais c'est vrai qu'il y a une petite similitude. Je me faisais la réflexion avec le Microsoft des années 90, et finalement, c'est un peu la même chose là. Facebook doit passer à l'âge adulte. Il a 17 ans, Facebook, et l'âge adulte, c'est finalement comprendre qu'avec des parts de marché très importantes viennent des responsabilités. Pour paraphraser un peu ce que disait l'oncle à Spider-Man, avec les grandes parts de marché viennent les grandes responsabilités. Et donc ça veut dire qu'effectivement, ces acteurs-là, et je partage tout à fait votre point de vue, ces acteurs-là atteignent une telle puissance, elles sont parfois des puissances supranationales, et qui est Mark Zuckerberg à la tête ou pas Mark Zuckerberg, et c'est vrai que je pense que c'est une année difficile pour Facebook. Le problème de la communication n'est peut-être pas aussi empathique qu'elle pourrait l'être. Mais sans parler de la conférence de presse qui a été donnée il y a quelques jours par Mark Zuckerberg, qui a l'air de planer ça sur fait un assez surréaliste. Mais la réalité, mais le problème, c'est que l'économie numérique génère des puissances extrêmement fortes par le côté exponentiel des croissances, par les parts de marché. C'est d'ailleurs ce qu'a appelé le commissaire Thierry Breton, les gatekeepers qu'il faut réguler. On est vraiment dans ce cas-là. Et donc la question, c'est quelle régulation peut-on mettre en œuvre pour justement avoir plus de transparence sur les algorithmes. C'est pas négatif de vouloir gagner de l'argent, c'est pas négatif de vouloir conquérir une audience, mais simplement aujourd'hui les algorithmes et les business models qui sont sous-tendus créent des effets de bord qui sont extrêmement dangereux, comme vous l'avez dit, diffusion de la haine en ligne, discrimination, voire même des violences ethniques qui peuvent être déclenchées par Facebook, qui a un pouvoir absolument supranational et énorme. Et je pense que la Commission européenne s'est saisie de cet enjeu de régulation. Et je
le gouvernement américain le fera aussi probablement. Alors, vous l'avez évoqué, Éric Bothorel, Frances Haugen est attendue à l'Assemblée nationale. 2 jours avant, elle sera même au Parlement européen. Donc, elle va être entendue par une commission du Parlement européen sur un sujet en particulier. On attend d'elle, en fait, qu'elle nous parle de cet impact négatif des produits des grandes entreprises technologiques sur les utilisateurs. Mais on a l'impression qu'on a déjà tous les éléments et toutes les informations. Alors, qu'est-ce qu'on attend de plus du côté du Parlement européen et de l'Assemblée nationale quand on reçoit Frances Haugen? Quelles questions vous allez lui poser? Moi, je pense que je lui poserai une question qui relève de la caractérisation de l'intentionnalité. Autant on peut concevoir qu'à la tête d'une entreprise, il puisse y avoir des défauts que l'on n'avait pas vus, qu'on n'avait pas estimés, qu'on n'avait pas anticipés. Après tout, la vie d'une entreprise, c'est aussi ça. On ne peut pas satisfaire en permanence ses clients. Il peut y avoir des non-conformités, des réclamations pour les spécialistes de la qualité. Ils sauront de quoi je parle. La vraie question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui est organisé autour du fait qu'on est tout à fait conscient et pas sur un nuage ou sur le cloud, vous parliez de Mark Zuckerberg tout à l'heure, tout à fait conscient des aspects négatifs du système qu'on est en train de mettre en place, pour des visées qui sont des visées de revenus publicitaires, dont il faut rappeler qu'effectivement, c'est pas sale de faire de l'argent avec de la publicité. Mais c'est un peu différent. On aimerait bien avoir des géants numériques en France aussi. Non, mais c'est un peu différent de faire de l'argent avec la publicité en ayant une forme de code de conduite, une éthique, des pratiques qui ne mettent pas en danger un certain nombre de populations, que de le faire en ayant conscience qu'on est en train d'introduire des éléments qui sont de nature soit à tromper un utilisateur, soit à rendre violent d'autres utilisateurs, bref, à monter des communautés les unes contre les autres. Et c'est bien ça le cœur du sujet. C'est de regarder, avec Francesca finalement, quelle est la part de système, de modèle, de quelque chose qui serait finalement encouragé. Et c'est ça le cœur du sujet. C'est vraiment cela le cœur du sujet. C'est de regarder quel est le niveau de responsabilité finalement de l'entreprise, dans la capacité ou pas à avoir su anticiper des dérives, et dans la capacité ou pas, je ne veux pas présumer de ce que seront les résultats des dizaines de milliers de documents qui ont fuité, que la SEC est en train d'étudier au gré des auditions qui existent au Congrès et ailleurs. Il y a une foultitude d'informations. Certaines ont été contestées, j'observe, y compris par les acteurs, les responsables de Facebook France, en considérant que l'échantillon est trop faible, etc. Et ça doit aussi s'entendre. Ne rentrons pas non plus dans une logique qui consiste à penser que parce qu'il y a du bruit, il y a automatiquement quelque chose. Donc il faut aller dans le détail et regarder à quel point, encore une fois, les éléments qui font aujourd'hui débat d'actualité pourraient être érigés au rang d'un système, auquel cas il faudrait pouvoir le condamner. Et puis peut-être... Et ça pourrait influencer les travaux sur justement la régulation européenne qui est en cours tout à fait, au sujet de la DSA, de la directive sur les services. Exactement, et c'est de regarder en perspective du projet de règlement qui est en cours de discussion, finalement, d'identifier parmi les leviers que nous avons, que nous comptons mettre en œuvre finalement sur les algorithmes, sur les obligations de modération, sur les aspects de contrainte qui pèsent avec les sanctions à la clé, etc., 6% du chiffre d'affaires. Bref, regardez parmi tout l'arsenal qui est aujourd'hui sur la table et en discussion dans les différentes instances européennes, si c'est de nature à pouvoir finalement répondre aux difficultés ou en tout cas aux effets néfastes tels qu'ils apparaissent aujourd'hui au grand jour parce qu'une lanceuse d'alerte a décidé de les rendre publics. Oui, alors, en plus, alors, donc, on se retrouve avec des documents non seulement rendus publics, des auditions qui commencent à prendre une importance partout à travers le monde. Et il y a quand même Facebook qui a des réactions, parce que ça a donné un coup d'arrêt au projet d'Instagram pour les enfants. Là, Facebook a annoncé aussi qu'il arrêtait l'utilisation d'outils de reconnaissance faciale sur sa plateforme qui permet en fait d'identifier automatiquement si on apparaît sur une photo ou non. C'est pas sans conséquence, toutes ces auditions. Non, je crois que ça pousse Facebook effectivement à avoir une communication qui montre un peu plus de préoccupation pour l'impact sociétal. Et de ce point de vue, l'annonce de métaverse, on pourrait dire c'est un peu la contraction de métadiversion. C'est-à-dire, on a créé se positionner sur ce nouvel Internet, mais qui va lui aussi va aussi véhiculer un certain nombre de préoccupations très fortes. Qui pose peut-être même encore plus de questions. Oui, parce que si vous voulez, le futur qu'on nous promet là, c'est effectivement avoir des gens qui sont sur leur lit avec Netflix, font livrer du Uber Eats, sont équipés de lunettes 3D et vivent dans un univers parallèle où ils payent avec de la crypto-monnaie des avatars. Autant je pense que
cette notion d'hybridation entre le monde virtuel et le monde réel a un intérêt. On le voit bien dans tout un tas d'applications, y compris B2B. Autant encourager des nouvelles générations à s'immerger à 100% dans ce métaverse ne va pas être sans poser des questions. On va quand même dire que c'est pas facile. Bien, hein. Oui. Non, mais Ça dépend ce qu'on en fait. C'est pas grave. Hein. C'est quand même pas facile pour un grand groupe de se retrouver comme ça sous le feu des projecteurs. Voilà, c'est aussi une passe très très difficile. On verra comment Mark Zuckerberg en particulier s'en sort. On va enchaîner avec un autre sujet, c'est l'adoption définitive d'une proposition de loi qui vise à réduire l'empreinte environnementale du numérique, mais qui s'accompagne de la suppression de l'exonération de la redevance pour copie privée pour donc, nos appareils électroniques qui embarquent de la mémoire, finalement, de la capacité de stockage. Éric Bothorel, vous vous étiez battu, vous, pour cette exonération. C'est une bataille perdue, là ? Ça y est ? Oui, bien sûr, c'est une bataille perdue. Patrick Chaize a souhaité engager finalement l'examen de son texte au Sénat et encourager ses collègues à voter conforme, ce qui a invité à prendre le texte tel qu'il était sorti de l'Assemblée nationale. Et effectivement, à l'occasion de sa lecture à l'Assemblée nationale, l'Assemblée nationale était revenue sur une disposition qui était portée par Patrick Chaize, qui visait à exonérer les produits reconditionnés de la redevance pour copie privée. Donc c'est la victoire. Est-ce qu'il y a eu un débat quand même sur la différence entre l'occasion et le reconditionné ? Parce que c'était un point technique qui aurait pu faire basculer ce point. On n'a pas été suffisamment dans le détail, si vous voulez. Je pense que le débat il a été capté par le lobby des ayants droit. Je ne parle même pas du lobby de la culture, le lobby des ayants droit qui ont réussi à imposer l'idée que finalement, ce qui était la doctrine d'origine, qui était la première mise en circulation d'un produit, et qui donc excluait de fait un produit reconditionné. En tout cas, ça exclut toujours l'occasion. Alors oui, c'est un peu ambigu, mais vous savez, sur ce sujet-là, il y a tellement d'ambiguïté. Enfin, pour les ayants droit, il n'y a pas d'ambiguïté finalement. Tout ce qui peut contenir peu ou prou un bout de stockage sur lequel on serait susceptible d'aller mettre un bout d'image, un bout de film, j'ai bien compris qu'il était sujet ou possiblement sujet demain finalement à être frappé de cette redevance. Ça n'est pas ma vision des choses, et je pense que si on est, j'allais dire, un minimum honnête avec la doctrine d'origine sur la redevance copie privée, la logique de stockage versus la logique de flux, et encore une fois, la première mise en circulation d'un produit, dont je rappelle que c'était le fondement, qui est d'ailleurs rappelé sur le site de Copie France, eh bien, il fallait pouvoir reconnaître assez aisément que sur un produit d'occasion ou sur un produit reconditionné, et finalement, qui avait déjà acquitté cette redevance, il n'était pas nécessaire, et en tout cas, il n'était pas conforme par rapport à l'esprit de la lettre de le frapper de nouveau de cette redevance. C'est aussi simple que ça. Un commentaire, Christophe Holnett, là-dessus ? Je partage ce point de vue. Je trouve que c'est vraiment très bizarre, et au moment de la COP26, au moment où tous ces sujets d'empreinte carbone apparaissent, on se rend compte que le reconditionnement, la possibilité de réutiliser les produits est un élément important. Que 50%... Parce qu'en même temps, ce texte opte pour des mécanismes qui favorisent ces filières de recyclage. 50% de l'empreinte carbone du numérique, ce sont les appareils, c'est le matériel, le hardware. Donc se dire encourager les utilisateurs en ne les taxant pas, en ne les surtaxant pas, ça paraît quand même très très logique. Sans parler du fait qu'on parle aussi de réduction de fracture numérique, de meilleure accessibilité à ces appareils-là. Ne les surchargeons pas de taxes, mais effectivement, je crois que c'est tout simplement la victoire d'un lobby. Le combat est, enfin cette bataille est perdue, mais la guerre n'est pas terminée. Je ne souhaite pas faire la guerre d'ailleurs avec ces lobbies. C'est pas le sujet, mais c'est pour emprunter cette formule. Ouais. Il y a en ce moment, comment dire, puisque je l'ai demandé, un rapport et donc des membres des affaires, enfin, des membres du ministère de la Culture et du ministère des Affaires économiques, qui sont censés délivrer un rapport pour le Parlement d'ici la fin de l'année sur un certain nombre d'aspects de la façon dont est gérée finalement la perception et en même temps le retour de cette redevance, avec une portée autour de l'open data, la diffusion d'informations un peu plus claire et transparente que ce qu'elle n'est aujourd'hui. J'entends bien qu'à l'aune de ce rapport, on puisse peut-être revenir sur l'ouvrage demain, en tout cas prendre des décisions futures, parce que la vie ne s'arrête pas à ces produits reconditionnés. Il y aura probablement demain, dans la liste des produits qui nous accompagnent, des choses qui intéresseront les ayants droit. Oui. Il faut pouvoir remettre un peu de raison au milieu du village.
Bon, et peut-être apporter aussi des réponses sur la question de la rémunération des artistes, des auteurs. Ça permettrait peut-être d'apaiser le débat. Ça, ce sera le sujet pour l'ARCOM, sans doute. Moi, vous savez, contre Jean-Jacques Goldman, je pense qu'il n'y avait que l'abbé Pierre qui pouvait faire une tribune. Voilà, c'était compliqué. Et malheureusement, je ne fais pas le même poids que Jean-Jacques Goldman. Il a disparu. Je ne suis pas sûr que Jean-Jacques Goldman ait lu, par ailleurs, la tribune qu'on lui a demandé de signer. Et je ne suis même pas persuadé qu'aujourd'hui, il ait besoin de la redevance copie privée pour vivre. Alors, autre sujet polémique, c'est la politique du cloud gouvernemental. Alors, mardi, on a eu l'annonce d'un nouveau plan de soutien à cette filière cloud française et européenne. Le montant, c'est quand même 1,8 milliard d'euros. Alors, étalé sur 4 ans, un plan qui a été présenté symboliquement, je dirais, dans les locaux de notre champion français, OVH Cloud. Et c'est Cédrico qui s'en est chargé et il en a profité pour nous dire que la bataille du cloud n'était pas perdue. Voilà une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle et d'ailleurs on croit tellement c'est pas ce qu'on avait entendu un petit peu plus tôt. Non, mais d'abord parce que le cloud d'il y a quelques années et le cloud de demain va subir des modifications et je pense que si on s'intéresse au edge computing, on peut imaginer qu'il y a des terres de conquête aujourd'hui, en tout cas des endroits où les cartes vont être rebattues. Donc imaginez que la partie cloud, qui ne se résume pas simplement à la partie SaaS, serait totalement achevée, et effectivement un non-sens. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris plusieurs initiatives dans le domaine. Enfin, je veux dire, et vous le rappeliez, c'est une initiative de plus, mais l'initiative autour du cloud au centre et de la logique qui veut qu'aujourd'hui, dans l'administration publique, on favorise le cloud. La notion de cloud de confiance qui vient, j'allais dire, clarifier une forme de doctrine autour du fait que finalement on puisse héberger des données avec un certain nombre d'acteurs, y compris des acteurs américains, mais sous licence pour nous protéger du droit extraterritorial. C'est important quand vous dites ça. Mais il y a une poussée autour de l'écosystème sous plusieurs axes, et ce volet du PIA, du plan d'investissement d'avenir, consacré à différents sujets et objets du cloud, je pense au collaboratif par exemple, ou d'autres choses encore, eh bien, ça vient asseoir à la fois cette doctrine et cette volonté de faire émerger dans le paysage de demain, à partir des champions d'aujourd'hui, des acteurs qui comptent sur le sujet du cloud. Mais c'est vrai qu'on attendait quand même d'entendre quelques noms du cloud français et européen, parce que jusqu'ici, la doctrine cloud au centre nous avait plutôt fait entendre des noms comme Microsoft, Google. Mais je peux... Et qui pose... Oui, ouais. Mais je voulais poser la question d'abord à Christophe Holnett, ouais, qui a travaillé pour Microsoft. Il y a cette idée qu'on peut mettre en place des règles qui permettraient d'éviter la sortie des données des Français et des Européens de notre territoire vers le territoire américain. Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé la clé juridique pour que ce soit possible et garanti. Ma compréhension des choses sur le cloud de confiance, c'est que la capacité d'isoler un data center, un endroit donné avec des données sans fuite possible vers l'extérieur est quelque chose de possible. Et je fais confiance, en l'occurrence, aux acteurs du gouvernement qui ont décidé cela. Moi, ce que je trouve qui est intéressant dans l'approche là, c'est de ce plan cloud, c'est qu'on a finalement évité la tentation qui aurait pu dire je vais créer un service public du cloud ou recréer un machin, CloudWatt, Numergy, et on voit ce que ça a donné. Donc le fait de plutôt se positionner en appui à un écosystème privé, je trouve que c'est positif. L'autre élément, et je rejoins ce que disait M. Botorel, à savoir, on va pouvoir continuer à innover sur le cloud, mais ce qui est important, c'est justement que la régulation aussi le permette. C'est-à-dire qu'il y ait des acteurs qui soient dominants aujourd'hui sur l'infrastructure cloud. Alors, évidemment, on investit 2 milliards, mais aujourd'hui, il y a un acteur comme Microsoft ou Amazon, ils investissent plus de 20 milliards par an en R&D. Donc, de toute façon, sur le cloud tel qu'il est aujourd'hui, il y a des situations dominantes. La question clé, c'est en quoi on a un environnement de régulation qui permet à d'autres acteurs de développer de nouvelles technologies de rupture. Et de ce point de vue, je trouve que l'annonce est positive parce qu'on en renforce beaucoup ces idées de edge computing, de Internet des objets pour l'industrie, etc. Tout à l'ensemble de nouvelles façons d'utiliser, de nouvelles applications qui peuvent faire émerger
des géants, à condition que l'environnement régulatoire le permette. Et alors, c'est toute la complexité aussi, c'est de trouver des contraintes suffisamment fortes pour s'assurer effectivement d'une souveraineté des données hébergées dans le cloud, et en même temps de ne pas être trop contraignant pour pouvoir laisser les petits acteurs, j'allais dire, ils ne sont pas si petits, mais par rapport aux Américains ou aux Chinois, ils sont quand même très petits, leur permettre d'accéder quand même à ces certifications de cloud de confiance et de cloud souverain. Oui, et c'est pour ça que d'ailleurs, vous l'avez rappelé, dans le volet du PIA 4, il y a un volet qui est essentiel sur la partie recherche. Juste pour terminer, parce que je vois qu'on arrive au bout du bout. C'est gentil, merci. On parle beaucoup des choses qui ne marchent pas. Je rappelle une chose, on est des pays d'Europe, celui qui a pris la décision de bannir l'Office 365 de l'administration publique. On a sur, par exemple, France Connect, 31 millions d'utilisateurs, c'est un service hébergé sur un cloud français. CHAP, qui est une messagerie instantanée, est hébergé sur un cloud du ministre de l'Intérieur. Et donc voilà, plutôt que de parler, et donc je ne prononcerai pas les mots qui fâchent, des sujets qui font débat, de tel truc est hébergé chez AMS ou chez machin, parlons aussi des choses et des orientations que nous avons prises qui aujourd'hui se traduisent par le fait qu'on favorise quelque part l'écosystème français. Exactement, on était vraiment contents en tout cas d'apprendre ce nouveau plan de soutien à la filière cloud française et européenne. Merci beaucoup à vous deux d'avoir commenté cette actu riche, Christophe Holnet et Éric Bothorel. On part en pause et juste après on se retrouve pour le rendez-vous. Le numérique c'est humain aussi.